Rien n'est impossible à cette jeunesse africaine dès lors qu'elle comprend son rôle et son destin. C'est une citation d'un éditeur tchadien que nous partageons avec vous aujourd'hui. Il s'agit donc de Mustapha Abakar en cette journée internationale de la jeunesse, parce que la communauté internationale célèbre chaque 12 août de chaque année, bien sûr, la journée internationale de la jeunesse. Alors, c'est une occasion pour nous de souhaiter une belle journée donc de la jeunesse à tous les Burkinabés, à tous les jeunes Burkinabés qui nous suivent, et surtout prenez votre destin en main pour pouvoir construire l'avenir de ce pays. Bienvenue à Bonjour le Faso, nouveau numéro de cette semaine, nouveau numéro. Merci de nous renouveler votre fidélité. Cette semaine, nous sommes à Yagma pour visiter la colline mariale de Yagma. Aujourd'hui, vous allez entendre l'abbé Narcisse qui nous parle de la fête de l'Assomption et de son pèlerinage du côté de Yagma. La revue de presse est présentée aujourd'hui par Adèle Dondassé, et comme invité du jour, nous recevrons un jeune, pour ne pas dire une jeune dame, qui est dans le coaching, qui est donc dans les formations, dans l'art oratoire. Il s'agit donc de Ragni Kwama Elda, qui est directrice générale donc de ImproView. Elle sera sur le plateau avec nous pour partager ses expériences, également ses réussites, avec bien sûr nos téléspectateurs jeunes qui nous suivent en cette journée de la jeunesse africaine et internationale, bien sûr. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Et nous sommes installés à Yagma pour visiter la colline mariale de Yagma. Alors, notons que le pèlerinage sur la colline mariale de Yagma a commencé en 1968 avec l'autorisation du cardinal Paul Zougrana, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Ouagadougou en son temps. Alors, les travaux d'aménagement de la colline mariale de Yagma débutent en 1967 et dès mars 1968, Yagma accueille les premiers pèlerins qui plantent la croix de Jésus sur la colline. Notons qu'outre les prières ordinaires et quotidiennes, Yagma est plus connu pour ses pèlerinages. À côté des pèlerinages diocésains et annuel, il y a le pèlerinage de l'Assomption dont l'édition 2020 aura lieu dans quelques jours, notamment le 15 août prochain. Pour mémoire, c'est le 15 août 1996 que l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Jean-Marie Compaoré, a institué la célébration de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Les pèlerinages de l'Assomption sont des occasions pour rendre grâce ordinairement à Dieu pour l'année scolaire et académique, les sacrements de l'initiation chrétienne, l'année pastorale et pour tout catholique et dévot de Maman Marie après la fête pastorale. Nous sommes dans le mois d'août et les jours à venir, bien sûr, les chrétiens effectueront ce pèlerinage du côté de Yagma. Mais avant, l'abbé Narcisse donc Guigma, qui est recteur du côté du sanctuaire de Notre-Dame de Yagma, nous parle de la fête de l'Assomption, de l'organisation. Nous allons écouter son témoignage et on revient. Le thème est le suivant. Avec Notre-Dame de Yagma, jubilons et annonçons les merveilles de Dieu. En contexte, le thème nous rappelle que c'est un jubilé que nous allons célébrer à l'Assomption 2020. Et en plus de cela, contrairement aux pronostics de certaines organisations sur le sort des Africains, par rapport au coronavirus, je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup là-dessus, eh bien, nous devons être prompts à témoigner de la sollicitude paternelle de Dieu à notre endroit, puisque nous avons été moins touchés, et c'est un motif aussi d'action de grâce. Et un motif d'action de grâce parce que le monde aussi est en train de
progresser dans la recherche du remède contre cette pandémie. Mais en attendant, nous devons proclamer les merveilles de Dieu, puisque nous sommes en vie et c'est l'occasion d'en rendre grâce à Dieu. Et il n'y a pas une autre personne qui puisse nous élever dans cette action de grâce que notre Mère, la très sainte Vierge Marie. D'où ce thème. Nous invitons tous les pèlerins à venir avec leur cache-nez. Le jeudi 13, nous prierons pour la paix dans les familles et la réconciliation sociale. Et nous demandons aux uns et aux autres de promouvoir justice, pardon, dialogue, respect mutuel, unité dans la diversité et tout cela dans la non-violence active. Puis le 14, eh bien, nous aurons une veillée de prière. Comme d'habitude, nous commencerons à 18 h et nous arrêterons à 23 h, 23 h 30. À partir de minuit, nous aurons l'adoration du Saint-Sacrement. Et ceux qui le souhaitent peuvent se reposer. Et entre 18 h et 23 h 30, nous aurons une causerie en route vers le colloque sur le cardinal Paul Zungrana. Ce sont les abbés Modeste Absoba et Justin Zagré qui nous aideront à entrer dans l'intelligence de ce qu'est ce colloque-là. Puis, nous aurons une seconde causerie, vivre sa foi au Christ en temps difficile. Et quand on dit temps difficile, il s'agit du djihadisme, du terrorisme et du coronavirus. Et c'est l'abbé Jacques Sidibé qui nous aidera à comprendre mieux et nous donnera des pistes d'engagement personnel pour le témoignage de notre foi. Le jour J, à partir de 7 h, il y aura une animation. La fanfare et la chorale vont se sentir l'écoute pour appeler les fidèles à la prière. À partir de 7 h 50, il y aura l'accueil et les consignes, puis le chapelet, les mystères glorieux. Et la messe interviendra à 9 h. Et au cours de la messe, comme il se doit, vers la fin, nous aurons ce qu'on appelle la procession rituelle de l'Assomption en 5 étapes. Et il faut signaler qu'au cours de la messe, nous aurons la procession d'offrande où nous allons marquer l'événement jubilaire à travers 25 bougies et une famille aussi de 25 ans de mariage et la présence aussi des attachés au sanctuaire, ce qu'on appelle les bénévoles qui aident pour l'animation et la gestion de ce sanctuaire. Et pendant la procession rituelle, 5 groupes seront appelés à ovationner la très sainte Vierge Marie et à se mettre d'une certaine manière à son école. Et ces groupes sont les associations et les groupes Mario, la première station, les bénévoles du sanctuaire Notre-Dame de Yagma, la deuxième, les familles, la troisième, les jeunes et les enfants, la quatrième station, et enfin, les personnes consacrées. Ce sont les catéchistes tutélaires, les religieux et religieuses et les prêtres. À la fin, nous aurons la pose de la première pierre de la chapelle de la maison du pèlerin. Puis, nous clôturerons notre pèlerinage avec les vêpres solennelles à 16 h. Nous sommes heureux que cette Assomption tombe sur un samedi. Et nous voulons lancer un appel à cet effet. Le samedi, c'est le jour hebdomadairement qui est dédié à la Vierge Marie. C'est une occasion pour les fils et filles de Marie, que nous sommes tous, de venir ici au sanctuaire massivement pour ne pas se faire raconter en fait l'événement, qu'ils viennent massivement pour que nous soyons de cœur et d'âme avec notre Mère pour louer le Seigneur ressuscité qui veut que nous soyons comme Marie au ciel.
À l'instant, vous écoutiez le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Yakma. Il s'agit de l'abbé Narcisse Guigma. Alors, nous disons merci aussi à l'équipe de Savane Média qui a réalisé ce téléma. Il s'agit donc de Dieudonné Congo et de Abdoulaye Kinda. Nous poursuivons Bonjour le Faso et cette fois-ci, c'est la revue de presse qui s'installe. Revue de presse présentée aujourd'hui par Adèle que nous recevons à présent. Bonjour à toi Adèle et bienvenue. Bonjour à Zeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors Adèle, que nous confient les journaux burkinabés aujourd'hui? Pour la revue de presse de ce mercredi, je commence avec l'Express du Faso, un quotidien burkinabé édité à Bobo Dioulasso qui affiche à sa une infrastructure à Bobo, abandon des villas ministérielles. Dans la rubrique Autant le dire, campagne électorale à la FBF, où sont passés les programmes, une interrogation du journal. Lutte contre la Covid-19, la Chine fait don aux musulmans. Legma Logo, le marché a été démoli. Vérité relative, retour aux valeurs culturelles, comment le faire, la question du canard. Musique, il y a un an, Arafat cassait le micro. Autre titre, ambassadeur Mélégué Traoré, ministre plénipotentiaire, docteur en sciences politiques, retour sur la question communautaire au Burkina Faso. Nous passons à l'observateur Palga qui affiche sa une pour une fille épanouie, le détentrologue en chef consulte. Baisse de libido, voici comment vaincre la paresse sexuelle à lire dans la rubrique Carnet de santé. Débit à la dignité de maréchal, un sacre qui éveille de mauvais souvenirs, c'est dans la rubrique Regard de l'Obs du jour. Fête de la Tabaski, mes faux amis en ont pris pour leur pants. Mes faux amis en ont pris pour leur pince à lire dans la rubrique Les humeurs de Bari. Autre titre, corruption au sommet de l'État, une journée de protestation en septembre. Et puis, gestion parc automobile de l'État vers un guide de bonne conduite. Renforcement de la cohésion sociale, Mélégué appelle à un forum des communautés. Et puis, sur le même sujet, Mossé et Peul à l'unisson à Pibaori. Passons à aujourd'hui au Faso qui revient sur le déguerpissement au marché de légumes à Bobo Dioulasso avec comme titre déguerpissement de Legamalogo à Bobo Dioulasso, des occupants qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Coronaton, 2 chèques de 10 briques remis au ministère de la Santé. Lutte contre le Covid-19, la Chine fait don de matériel à la FAIB. Sputnik 5, le vaccin contre le coronavirus, la Russie n'est pas l'Afrique. Autre titre, région du Sahel, le grand imam de Djibo enlevé par des hommes armés. Liste provisoire MPP suite, Paul Kabatieba en tête au Sourou, Smaïla Ouedraogo, Yatenga et Daouda Sawadgo dans le Oui. Simone Mbabo auront le silence, la voix anti-troisième mandat de l'opposante frontiste numéro 1. Nous venons à la une du journal Le Pays. Lassina Ouedraogo, coordonnateur de l'Action Concorde, croyez-moi, Blaise Compaoré n'ira pas au Togo, il va rentrer au pays. Élection du 22 novembre, l'ONA contre la révision du code électoral. Gestion des deniers publics, l'informatisation est un atout pour une meilleure reddition des comptes. Autre titre, Eli Tarpaga, président de la coordination des CDAIP section Ouaga, les 3 fameux baobabs que sont le CDP, l'UPC et le MPP sont tous comptables de la crise que traverse notre pays. Sandrine Zerbo, diététicienne, 25% de cancers dans le monde sont liés à la malbouffe. Dans la rubrique Révélation, le pays nous apprend que le grand imam de Djibo a été enlevé
par des hommes armés. Et nous passons au quotidien. Le journal Le Quotidien affiche à sa une marché de Yéguéré à Bobo, les vendeuses déguerpies. Corruption au Burkina, une journée de dénonciation de la corruption et du pillage en septembre 2020. Candidature de Ablassé Ouedraogo en Côte d'Ivoire, candidature de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens résidant au Burkina apprécient la décision. Autre titre, réduction de 25% des tarifs hôteliers pendant la période des vacances. Des hôteliers apprécient. Et c'est ce que nous confient les journaux ce mercredi. Merci bien Adèle. Et avec ta permission, quand même, on va revenir sur quelques sujets d'actualité. Le premier, pour commencer, on part à Bobo-Dioulasso. Où les journaux nous confient aujourd'hui que le marché de légumes de Bobo-Dioulasso a été démoli. Peut-on avoir justement le récit des faits? Oui, c'est l'information qui fait pratiquement le chou gras des quotidiens ce mercredi. Pratiquement tous les journaux en parlent sur leur une, mais aussi dans le contenu. L'information faisant donc cas du déguerpissement des vendeuses de légumes au marché de légumes à Bobo-Dioulasso, donc le marché Legmalogo à Bobo-Dioulasso. Le déguerpissement qui a eu lieu hier mardi dans la matinée, mais selon les informations, les jours avant, il y a eu une rencontre de concertation entre les différents acteurs, donc les commerçants du marché, puis le conseil régional du OUE. Et le président du conseil régional avait donc donné l'information aux commerçants, l'information selon laquelle le marché serait bientôt démoli, puisqu'il y a un projet du président du FASO de reconstruire le marché pour répondre plus aux normes. Et l'information n'a pas véritablement passé au sein des commerçants, puisqu'il y a eu des oppositions. Certains avaient émis l'idée de ne pas quitter les lieux. Et le président du conseil régional avait rassuré que, en tout cas, ceux qui ne viendraient pas à respecter la mesure n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est ce qui est arrivé hier mardi dans la matinée. Beaucoup de commerçants n'ont pas pu supporter. Le président du conseil régional avait d'ailleurs dit qu'il ne perdrait pas le projet du chef de l'État parce que quelques commerçants résisteraient donc à ce projet. Et la version des commerçants, c'est que le site, puisqu'il y a un site qui a été identifié, un nouveau site pour accueillir les commerçants, en attendant. Voilà, pour permettre de commencer les travaux. Mais les commerçants pensent que le nouveau site choisi est loin, est distant par rapport à là où ils étaient. Non seulement c'est distant, mais en plus, certains commerçants disent que c'est un lieu de fétiche. Parce que ceux qui sont allés ont trouvé un fétiche sur les lieux et même un hôtel pour les sacrifices. Et donc, ils ont voulu ne pas y aller parce que c'est un lieu réservé à des fétiches. Et donc, certains sont restés sur l'ancien site. C'est donc à leur grande surprise que hier matin, le Caterpillar est venu tout démolir. Et les bruits du Caterpillar faisaient penser à la réfection des voies à Bobo-Dioulasso, mais quand ils sont arrivés sur les lieux, ils se sont rendus compte que c'est le marché qui partait sous les pneus du Caterpillar. Et vraiment, le marché a été démoli, comme vous pouvez voir certainement avec les unes des quotidiens. Les femmes, en tout cas, sont allées sur les lieux pour voir les dégâts, mais elles se sont rendues compte que tout est parti, ça a été démoli. Et donc, c'est le projet de reconstruction du marché qui est entamé comme ça. Ça nous fait penser aussi le projet de reconstruction du grand marché de Ouagadougou, Rodouoko en son temps. On se rappelle que ça avait fait des gorges chaudes à l'époque parce que des commerçants ne comprenaient pas véritablement la portée du projet et donc certains s'étaient opposés à la mise en œuvre du projet. Voilà qu'aujourd'hui, Rodouoko fait la fierté des Ouagalais, Rodouoko fait la fierté du secteur informel, Rodouoko fait la fierté des commerçants tout simplement. Et donc je pense que
le marché de Yéguéré fera aussi la fierté des commerçants de Bobo-Dioulasso, puisqu'à terme, le projet va donner plus de commodité aux commerçants. Le marché sera plus organisé, le marché sera plus attrayant et pourra accueillir beaucoup plus de clients, et ça ne sera qu'à la fierté des commerçants. C'est le sacrifice à payer si on veut voir le développement, même si certains continuent à résister au changement, parce que, comme on le dit, arriver à changer, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et les gens aiment bien le changement, mais beaucoup ne veulent pas faire de sacrifice. Comme on le dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est ça. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec le marché de l'Egma. On espère que vraiment, à terme, le joyau sera voilà, attrayant, et il fera la fierté des commerçants qui, même avaient résisté, verront que ça ne fera que accroître leur chiffre d'affaires, moi je pense. Bien sûr. Il faut qu'on évolue, et puis on ne peut pas arranger sans déranger. Il faut bien quand même qu'on arrive à démolir l'ancien pour reconstruire. Et moi, ça me renvoie au problème général des Burkinabés. Très souvent, les Burkinabés disent oui, on n'a pas de bonnes maisons, de bons quartiers, on a besoin qu'on vienne changer ceci ou cela. Mais quand l'autorité entreprend donc de détruire pour reconstruire, à un moment donné, ça pose problème. Et le problème, on donne souvent des ultimatums pour que ces populations-là puissent se lever ou arranger leurs marchandises Mais tu vas voir que même si on donne jusqu'à 1 an, durant ces 1 an, tous les jours, le commerçant va toujours être là, en train de résister, Mais si on vous a prévenu, autant mettre à l'abri vos marchandises, vos biens, en attendant, même si un jour on vous surprend, vous aurez mis à l'abri vos marchandises. On se rappelle encore, ça arrive très souvent, au temps fort de la maladie à coronavirus, quand on a fermé les marchés entre-temps, il y a toujours des gens qui résistaient, qui partaient même un peu aux abords des voies ou à côté de leur marché pour forcément s'aligner là-bas et vendre. Ça veut dire que le Burkinabé n'a pas l'esprit du sacrifice, comme tu l'as dit. Au lieu on a dit ne faites pas. Quand la police arrive et embarque leurs marchandises, ils vont se retrouver à pleurer. Bon, les journalistes vont aller filmer ça, on dit, voilà ce qu'on a fait aux commerçants. Alors qu'on vous a prévenu, ne faites pas, on vous donne un temps pour sécuriser vos marchandises, ensuite on va venir détruire. Si vous ne le faites pas, je sais qu'en lisant les journaux, on parlait d'une dame qui est venue. Elle était vraiment surprise, et quand elle est arrivée, elle a commencé à pleurer. Elle n'a même pas pu répondre aux questions des journalistes parce que elle était sous le choc. Voilà, elle a vu ses marchandises détruites et tout. Bon, au moins elle aurait pu sécuriser une partie en attendant. C'est dommage, parce que c'est ce qui est arrivé. Le président du conseil régional du Oué avait rencontré les commerçants pour les prévenir, parce qu'il y avait un délai pour leur permettre d'aménager sur le nouveau site, en tout cas de récupérer leurs marchandises pour s'installer sur le nouveau site. Mais vous allez voir que des commerçants ont dit qu'il n'y a jamais eu de rencontre. Mais bon, c'est ce qui arrive couramment. Même s'il y a eu des concertations, certains vous diront qu'il n'y a jamais eu de rencontre, on n'a jamais été prévenu, et des raisons sont avancées, plusieurs raisons. Et quand vous prenez les articles aujourd'hui avec les témoignages des commerçants, beaucoup de femmes disent qu'elles ont contracté des prêts auprès des institutions financières. Et donc, avec le déguerpissement, ça serait compliqué qu'elles arrivent à rembourser les prêts déjà contractés. Elles ne sont pas sûres que si elles vont sur le nouveau site, elles pourront faire autant de bonnes affaires que quand elles étaient sur le marché de l'Egma, qui était beaucoup plus fréquenté. Donc, elle voit déjà la difficulté qu'elle aura à rembourser le prêt. Mais bon, je pense que si le marché est reconstruit, elle pourra facilement voilà, s'acquitter des prêts qu'elle avait contractés. Et puis, sur le nouveau marché, certainement, des clients vont continuer à venir. Voilà, le marché est détruit. Ça ne veut pas dire que si vous ne partez pas, si vous partez sur le nouveau site, personne ne va venir. Les clients vont toujours fréquenter les marchés. Et donc, en attendant la reconstruction du nouveau site qui sera plus organisé et qui permettra aussi aux commerçants de faire beaucoup plus de bonnes affaires. On a vu le cas de Rodoko, qui était vraiment
c'était l'anarchie qui régnait. C'est pratiquement cette même anarchie-là qui règne dans les marchés qui ne sont pas reconstruits, les marchés à proximité des ménages. Donc, si l'étape du changement nous amène à aller à un niveau plus élevé, il faut que les gens acceptent de faire le pas. Voilà, parce qu'aujourd'hui, Rodwoko est plus organisé. Il y a des secteurs, il y a des niveaux pour les légumes, il y a des axes pour les commerçants de paille. En tout cas, le marché est organisé de telle sorte que la circulation est beaucoup plus libre. Si vous voulez des plats, il y a un endroit où vous devez aller. Si vous voulez des légumes, il y a voilà, un niveau où vous pouvez aller. Donc, c'est cette organisation-là qu'on veut pour les marchés. Parce que si le marché est désordonné, bon, on dit yar, ça ne veut pas dire forcément le désordre. Et c'est le désordre-là qui crée beaucoup plus de problèmes. Avec les branchements électriques, facilement le marché peut prendre feu. Et on l'a vu d'ailleurs à Bobo-Dioulasso, le marché qui avait pris feu. Et les commerçants aussi, à l'époque, ont eu leurs yeux que pour pleurer. Donc, moi, je pense que c'est mieux de faire le pas que de rester au stade où ils sont pour vraiment avoir à faire de bonnes affaires. Demain, ils seront beaucoup plus fiers du marché reloqué que le marché voilà, qu'ils ont aujourd'hui. Nous allons suivre cette affaire et vivement aussi que les autorités pressent le pas pour ne pas aussi traîner dans la construction. Exactement. Parce qu'après, ça risque d'envoyer d'autres problèmes. C'est un projet du chef de l'État, donc on imagine que tout est ficelé pour que vraiment les travaux avancent rapidement pour permettre aux commerçants de regagner leur hangar. D'accord. Adèle, parlons d'un autre sujet, la journée, donc une journée pour dénoncer du moins la malgouvernance. De qui est l'initiative? Eh bien, l'initiative est de la coordination des comités d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire, les CDAIP. La section de Ouagadougou a rencontré hier la presse pour donner une information selon laquelle la coordination prépare une journée de protestation pour le mois de septembre à venir. La journée, c'est pour dénoncer la malgouvernance, la corruption, le pillage des ressources selon les CDAIP, en tout cas pour dénoncer la malgouvernance au Burkina Faso. Et c'est de cette information-là que la coordination a parlé avec la presse. Selon le rapport de l'Assemblée nationale que la coordination a cité, il y a plus de 400 forces de défense et de sécurité, en fait plus de 400 éléments des forces de défense et de sécurité qui ont perdu leur vie au cours des attaques terroristes et les civils sont au nombre de plus de 1000. Ils sont plus de 1000 personnes civiles à avoir payé le lourd tribut des attaques terroristes qui sont partis lors des attaques terroristes et c'est trop selon le CDAIP section Ouagadougou et donc il faudrait qu'à un moment ça s'arrête. Qui en est responsable? Selon la coordination, c'est le pouvoir en place. Ce sont ses alliés parce que la coordination a cité l'UPC, le CDP qui sont présentés comme des baobabs avec le MPP, des baobabs parlant politiquement au Burkina Faso. Et ce sont ces baobabs-là qui sont donc la source des malheurs que le Burkina vit aujourd'hui parce que le MPP n'a d'autre programme que celui déjà présenté par le CDP. Et c'est le même programme qui a été présenté, qui est présenté et qui sera présenté selon la coordination. Et donc, il faudrait que les citoyens burkinabés fassent front pour que, en tout cas, le pays ne subisse plus. Parlant de corruption, la coordination estime que les choses n'ont pas véritablement changé, ou plutôt les choses s'empirent. Parce que quand on parle de malgouvernance, le pouvoir en place est mal placé pour donner des exemples. Parce que même au sein du gouvernement, il y a eu des cas de détournement, il y a eu des cas de corruption avérée. Et donc, la coordination appelle tout simplement les Burkinabés à une journée de protestation et de dénonciation. La journée n'est pas déterminée, on parle du mois de septembre, mais certainement que les jours à venir, la coordination donnera plus d'informations sur l'organisation pratique de la journée, comment elle sera organisée, comment la manifestation, plutôt la dénonciation va se faire.
et où la protestation va se faire le jour indiqué. Et donc, on attendra certainement les jours à venir plus d'informations de la part de CDAIP section Ouagadougou. Attendons de voir alors. Et pour terminer, Adèle, on parle de l'État. L'État, lui, qui tend vers une stratégie de bonne gestion de son parc automobile. Pendant que la coordination CDAIP parle de malgouvernance, l'État, lui, veut rectifier le tir en parlant de bonne gouvernance, en tout cas pour ce qui concerne la gestion de son parc automobile. Il y a un atelier qui a eu lieu le 10 août passé, un atelier pour revoir les stratégies de gestion des biens immatériels de l'État burkinabé. Et cet atelier-là concerne l'aspect automobile, comment gérer le parc automobile de l'État, parce que comme vous le savez, chaque fois il y a des renouvellements du parc. Et qu'est-ce qu'on fait des véhicules délaissés? Il arrive très souvent que les véhicules ne soient toujours fonctionnels. Vous allez voir des véhicules toujours opérationnels, mais qui sont remplacés par d'autres véhicules, d'autres moyens roulants plus performants, voilà, selon les raisons de l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce parc-là? Comment on arrive à remettre ça en circulation, ou que ça soit bénéfique, ou que ça contribue à réduire le train de vie de l'État. Donc c'est de tout ça que les participants vont réfléchir, et des stratégies sont attendues pour en tout cas mieux gérer le parc automobile. On nous informe que le projet est en œuvre depuis 3 ans, et des experts sont allés en voyage pour voir comment cela se fait dans d'autres pays. L'exemple qui est, voilà, la gestion qui est faite ailleurs, pour que le Burkina aussi puisse prendre voilà, le pas pour en tout cas mieux gérer son parc automobile. Et comme commentaire personnel, il ne faudrait pas que ce projet de réduction du train de vie de l'État soit un projet d'augmentation du train de vie de l'État, parce qu'on a vu que les voyages qu'effectuent les experts pour voir l'exemple sont aux frais de l'État. Et les véhicules qui sont délaissés aujourd'hui avec l'Express du Faso, le journal revient sur des infrastructures ministérielles qui sont abandonnées. Et donc c'est tout ça qu'il faudrait vraiment, à tout ça qu'il faudrait réfléchir, et que les voyages là ne soient pas aussi des voyages de tourisme. Adèle, est-ce qu'on a besoin vraiment même de voyager pour aller constater ces choses? C'est la question que je me pose. Vraiment, voilà pourquoi souvent tu ne comprends pas. On se demande si à distance on ne peut pas gérer ça, on ne peut pas prendre l'exemple, quitte à contacter peut-être des experts de l'autre côté là-bas, mais d'échanger en ligne pour avoir ces informations et tout. Est-ce qu'il faut aller constater, voir? On vous dirait qu'il faut bien voir pour bien appliquer chez vous. Donc il faut bien aller apprendre pour mieux appliquer chez vous. C'est peut-être la raison qui est avancée. Et en tout cas, il ne faudrait pas que ces voyages-là soient des voyages de tourisme. Il faut aller pour travailler. Voilà, il faut aller voir comment ça se fait. Bon, si on ne peut pas travailler au Burkina pour voir l'exemple des autres pays, si il faut qu'on effectue les voyages pour voir ce qui se fait ailleurs, il faut que ces voyages-là soient faits pour cela. Voilà, il ne faut pas détourner les voyages pour autre chose. C'est vraiment enfin, ce que je voulais dire. Mais l'initiative est bonne, parce que quand on regarde le patrimoine immatériel de l'État, c'est énorme. Et il faudrait à un moment arriver à réfléchir sur comment gérer tout ce patrimoine-là. Ailleurs, par exemple, on procède à des ventes aux enchères, que ce soit les matériels, les meubles de bureau, les véhicules, les villas, par exemple, ministérielles. Ailleurs, en tout cas, de ce qui nous est revenu, c'est qu'on fait des ventes aux enchères et ça profite aux citoyens. Voilà, ceux qui ont les moyens de s'acquérir le font tout simplement, et ils ont des biens à eux. Puisque l'État renouvelle à chaque fois son patrimoine, il faut trouver un cadre pour les moyens qui ne sont plus utilisés, et c'est ce qui est fait ailleurs. Même au Burkina, c'est ce qui est fait. Mais on a l'impression que la vente aux enchères, là, n'est pas véritablement le moyen beaucoup plus utilisé.
mais on a l'impression que ça profite plus à certaines personnes, puisque quand on sort le matériel qui n'est plus utilisé, beaucoup s'en servent. Voilà, si vous êtes du cercle restreint. Est-ce qu'il y a une grande communication? C'est ça justement, les gens ne savent pas à quel moment les ventes aux enchères là, sont faites. Et donc, l'élite, ou plutôt ceux qui sont proches de l'élite, profitent beaucoup plus que ceux qui ne sont pas proches. Et c'est à leur avantage. Et il faudrait que cela change. Il faut que les citoyens dans leur ensemble bénéficient de ces avantages-là. Bon, je dirais avantages parce que c'est des moyens de qualité, je suppose, parce que c'est quand même des moyens utilisés par le gouvernement pour les actions de développement. Et voilà. Espérons que les stratégies qui vont sortir, les documents qui vont sortir de l'atelier là, donneront de bonnes recommandations pour en tout cas mieux gérer le patrimoine immatériel, enfin le patrimoine de l'État burkinabé. D'accord. Merci bien Adèle. Merci nous attendrons le retour aussi de ces experts qui viendront nous donner leurs recommandations. On se retrouve une prochaine fois pour la revue de presse. Avec le même plaisir. Tu restes avec nous en attendant. Ensemble, nous allons suivre la météo, le temps de retrouver notre invité. La société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Et pour la suite de cette émission, nous poursuivons et cette fois-ci, c'est notre invité qui s'installe. Jingle et on revient.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Quoi de plus normal que de recevoir un jeune sur ce plateau, pour ne pas dire une jeune dame qui est sur le plateau avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. D'accord. Il s'agit bien sûr de Rani Mwende Elda Kwama. Elle est chef d'entreprise puisqu'elle est directrice générale de Improview. Elle est maître de cérémonie, elle est modératrice, conférencière, coach, formatrice en art oratoire. Assez de casquettes pour une jeune dame, on va le dire une demoiselle. Alors aujourd'hui déjà, 12 août, la communauté internationale célèbre la journée de la jeunesse. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Alors merci déjà de m'accueillir sur ce plateau. C'est un réel plaisir d'être là à Savan TV. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse et cela me fait penser à 3 principaux points. Alors, premièrement, pour moi, c'est un appel à l'engagement de la jeunesse. Comment est-ce que la jeunesse aujourd'hui peut, à travers ses actions, à travers, bien sûr, ses points de vue, à travers, effectivement, sa participation à la construction du développement, peut faire changer les choses au niveau mondial. Le deuxième point, c'est vraiment un appel à la responsabilisation des jeunes. Aujourd'hui, même si les jeunes sont engagés dans différentes institutions, que ce soit au niveau du privé ou du public, est-ce que les jeunes ont des postes de responsabilité où ils ont l'occasion de mesurer le poids de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font? Donc, je pense que ça, c'est vraiment l'occasion, au cours de cette journée, de pouvoir inciter davantage nos instances de décision, nos autorités à penser responsabilisation des jeunes. Et le troisième point, ce serait un appel à la collaboration internationale. Donc, si on dit journée internationale de la jeunesse, ça veut dire que c'est la jeunesse au niveau mondial. Donc plusieurs pays sont impliqués. Donc c'est comment voir comment la jeunesse du Burkina Faso collabore davantage avec la jeunesse du Mali, du Rwanda, des pays en Europe, en Asie, en Amérique. Donc c'est vraiment amener la jeunesse à penser global, mondial. Alors, certainement le thème général s'inscrit dans votre lancée. Vous parlez donc de responsabilisation des jeunes. Alors, le thème c'est engagement des jeunes pour une action mondiale. Il s'agit là de passer par les jeunes justement pour crédibiliser les institutions, que ce soit les institutions locales, nationales ou internationales. Alors, selon vous, pourquoi dans presque tous les pays, il faut le dire, hein, dans presque tous les pays, donc les jeunes n'ont plus confiance aux institutions? On sent que les jeunes n'ont plus confiance. Vous avez tout à fait raison. Donc, ce n'est pas juste au Burkina Faso, c'est quand même une question qui concerne beaucoup de pays dans le monde. Moi, je reviendrai déjà sur la définition de la confiance. Donc, c'est peut-être par là qu'on pourrait comprendre pourquoi il y a ce manque de confiance aujourd'hui entre la jeunesse et les institutions. Alors, la confiance, c'est déjà une relation qui va se baser sur la vérité, sur la franchise, sur la bienveillance et sur le respect des engagements que l'on prend l'un envers l'autre. Donc la question de savoir pourquoi il y a un manque de confiance, est-ce qu'il y a un manque de vérité? Est-ce qu'il y a un manque de franchise? Est-ce qu'il y a un manque de bienveillance? Et est-ce qu'il y a un non-respect des engagements l'un envers l'autre? Je pense que si on prend le cadre du Burkina Faso, il y a peut-être aujourd'hui un peu moins de franchise. Pour dire aux jeunes ce qu'il y a vraiment, ce qui se passe vraiment, comment les choses fonctionnent, parce que de dire on va vous donner des opportunités et après dans la réalité les institutions ont de la difficulté à le faire, on ne sait pas si c'est vraiment la vérité qu'on nous a racontée. Est-ce qu'on a été assez franc avec nous? Donc la deuxième possibilité au niveau de Burkina, c'est le respect des engagements. Quand on dit qu'on va donner du travail à tel nombre de jeunes sur une telle période de temps, et que, bien sûr, les jeunes regardent avec attention et ne voient pas cela s'accomplir, ils ont l'impression que les institutions se jouent d'eux, ou bien les institutions les mobilisent pour des conférences, pour des formations, pour des programmes, à n'en plus finir, et après, on n'a pas en fait ce retour, ce qu'on attendait n'est pas réalisé. Donc vous voyez quand ça se multiplie, dans le cours du temps, les excuses finissent par ne plus être crédibles, et les jeunes se disent, bon, l'institution ne me prend pas au sérieux. L'institution m'utilise juste pour sa communication, donc je ne peux pas avoir confiance en une telle structure. Et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Alors, vous savez, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est revoir ces 4 points.
Okay. Alors, il faut savoir dire la vérité aux jeunes. Donc, s'il y a des questions qui concernent les jeunes, il faut pouvoir les rassembler déjà et pouvoir leur donner la parole pour que les jeunes s'expriment et disent réellement quel est leur vécu, quelles sont leurs difficultés. Et comme ça, l'institution aussi peut leur dire la vérité. Ça, c'est ce que vous recherchez, mais en fonction de notre pays, de nos ressources, de ce que nous avons, voilà et voilà ce que nous pouvons faire. Ou faire ensemble. Donc, il faut être aussi bienveillant. Bon, il faut prendre des décisions pour les jeunes ou avec les jeunes pour qu'on puisse en fait penser quelque chose de mieux, de profitable et non pas mettre les jeunes dans des programmes ou des situations qui les condamnent pour le futur. Moi, je pense que la dernière chose que je pourrais recommander pour réinstaller cette confiance-là, c'est vraiment le respect des engagements. Prenez des engagements que vous pouvez respecter. Des engagements dont on est sûr que vraiment dans le temps qu'on a déterminé, puisse le réaliser. C'est ça qui va vraiment dire et donner un message fort à la jeunesse pour dire que l'institution prend en compte la situation, l'institution fait des efforts pour effectivement réaliser ce qui marche. Le cas particulier du Burkina Faso, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des jeunes qui veulent tous travailler, presque tous travailler dans l'administration publique, qui crient au chômage, qui cherchent sans cesse de l'emploi, malheureusement sans succès. Alors, comment il faut faire dans ce cas? Déjà, je trouve que c'est très triste qu'aujourd'hui les jeunes comptent toujours sur l'administration publique. Je vous explique quelque chose. Avec la venue des TIC, des technologies de l'information et de la communication, on voit qu'il y a beaucoup de services publics qui sont en train d'être numérisés. Si aujourd'hui on peut payer des impôts en ligne, si on peut aujourd'hui avoir son acte de naissance juste en allant sur un site, donc vous voyez le nombre de postes qui sont en train de disparaître parce qu'ils sont remplacés par les technologies de l'information et de la communication. Donc c'est dire aux jeunes, l'avenir de l'emploi ne se trouve pas dans l'administration publique. Donc, si vous voulez trouver de l'emploi, ou en tout cas en créer, il faut inéluctablement se tourner vers l'entrepreneuriat. Et ça, c'est toute une thématique aujourd'hui qui suscite des débats, parce que, bon, on se dit, est-ce que les jeunes entreprennent ou pas? Mais pour moi, c'est la solution inéluctable. Voilà, il faut que les jeunes comprennent que l'administration publique n'a plus de postes à pourvoir, et même que les postes qui sont pourvus actuellement, certains sont appelés à disparaître avec la venue des TIC. Alors, on se demande pourquoi aujourd'hui les jeunes, vous avez parlé d'entrepreneuriat tout à l'heure, pourquoi aujourd'hui les jeunes burkinabés n'ont pas l'esprit d'entreprise. Ils sont toujours là, ils n'ont pas l'esprit d'entreprise. Est-ce que c'est un problème de formation, déjà, parlant du système éducatif peut-être, ou de formatage carrément? Alors, je veux dire que c'est moins une question de formation, parce que si vous le constatez avec moi, aujourd'hui au Burkina Faso, il ne se passe pas un mois où on ne parle pas plutôt de formation en entrepreneuriat, formation en esprit d'entreprise, etc. Ce n'est pas la formation qui manque. Alors, la question c'est, est-ce qu'il s'agit de formatage? Moi, je dirais que c'est plutôt en fait un formatage. Comment en fait on introduit l'entrepreneuriat au Burkinabé aujourd'hui? Si on introduit l'entrepreneuriat comme en fait un échappatoire, comme la dernière solution, comme la chose dans laquelle il faut aller se lancer quand plus rien n'a marché dans sa vie, c'est difficile de voir des personnes vraiment qui s'y engagent et qui s'y tiennent pour des années en créant une valeur sûre, une valeur ajoutée pour l'économie du Burkina Faso. Mais si on revoit en fait la façon dont on présente l'entrepreneuriat au Burkinabé, et là vous avez parlé de quelque chose que je peux en fait insérer dans mon intervention. Donc, dès la base, quand on éduque en fait le Burkinabé à travers son système scolaire, comment on stimule déjà son esprit à créer, à chercher en fait le moyen de créer de la plus-value. Pas le principe de l'achat-revente, comme c'est la dynamique sur le marché. Donc c'est quelque chose qui peut en fait s'insérer dès le bas âge en amenant le jeune burkinabé à réfléchir. Comment je prends en compte toutes les ressources autour de moi pour créer de la valeur, pour prendre en compte le besoin des personnes autour de moi. Comment je résous un problème efficacement et dans la durée. Et comment je pense vraiment faire sortir cette solution-là, même en dehors du Burkina Faso. Donc je pense que c'est vraiment formater, retravailler le mindset, l'esprit, la façon de voir les choses
la façon de saisir les opportunités. Et c'est ça qui va vraiment amener un changement, un bouleversement positif au niveau de l'entrepreneuriat burkinabé. Ça, c'est le cas du Burkina Faso. Les jeunes du Burkina n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat. Et si on devrait comparer le cas du Burkina Faso à d'autres pays, du moins cette situation à d'autres pays, est-ce que, parce qu'il faut le noter, vous avez beaucoup voyagé, vous avez fait des pays africains et européens, vous êtes bilingue d'ailleurs, vous parlez l'anglais, en plus donc du français. Dites-nous si on devrait comparer. Alors, on dit que comparaison n'est pas toujours raison, mais on peut quand même s'appuyer sur certains exemples concrets pour se donner voilà, des points qui nous disent voilà pourquoi l'entrepreneuriat au Burkina Faso n'est pas si développé par rapport à certains pays. Je prends juste la Côte d'Ivoire à côté. Quand vous voyez les jeunes Ivoiriens qui désirent entreprendre ou qui lancent en fait leur projet d'entreprise, vous verrez que ce sont des gens qui ont ce goût du risque. Qui arrivent à cerner et saisir très bien le besoin de ceux qui sont autour d'eux, de comprendre les problèmes que vivent les communautés et de pouvoir y répondre toujours en apportant un plus. Mais c'est assez aussi, je veux dire, c'est assez simple aussi pour eux parce que dans leur contexte, la population est plus ouverte à l'innovation, à des choses nouvelles, des choses pressées. D'accord ? Si on va au Sénégal, il y a encore une dynamique assez importante d'entrepreneurs qui se lancent dans différents domaines, dans la mode vestimentaire, dans les solutions technologiques. Vraiment, c'est deux pays au niveau de la sous-région qui quand même se distinguent par des jeunes qui entreprennent et qui vont vraiment vers cette prise de risque. Mais quand on revient au Burkina Faso, le contexte déjà est difficile. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet adage qui dit que si tu as réussi en tant qu'entrepreneur au Burkina Faso, dans la sous-région, c'est sûr que tu seras un chef. Parce que déjà, la population ici est assez dure, entre griffes, parce qu'elle n'est pas très, très ouverte à l'innovation, aux choses nouvelles. On est très conservateur ici. On aime ce qu'on connaît. Et ça met l'entrepreneur burkinabé dans un dilemme. Est-ce que je fais toujours comme ce qui a toujours existé afin de pouvoir me faire une entrée d'argent conséquente, ou bien je me lance dans le risque dans quelque chose que je vais devoir expliquer pour que les gens adhèrent. Donc il y a ce qui fait que l'environnement au Burkina Faso n'est pas encore celui le plus idéal pour un entrepreneur qui veut innover, mais quand même il reste des possibilités. Nous allons prendre votre cas spécifique. Vous avez aujourd'hui votre propre entreprise, Improve You. Alors, spécialisé dans le coaching en art oratoire, vous coachez d'ailleurs des jeunes pour un débat oratoire sur une chaîne de télévision. Et bien sûr, vous faites dans l'appui conseil aussi en gestion. Dites-nous comment cela est parti. Aujourd'hui, vous êtes MC. Il faut le noter MC bilingue parce que vous pouvez être maître de cérémonie français, anglais en même temps, conférencière. Pour une jeune demoiselle, il faut le signaler. Dites-nous comment vous êtes parti. C'est une question qui me permet en fait d'aller très très loin et vous expliquer que c'est quelque chose qui est né de mon expérience tout au long de mon cursus scolaire et universitaire. Alors, déjà des postes de responsabilité que j'ai occupés dans les classes, donc j'étais chef de classe tout le temps. Je ne sais pas si c'était une étiquette qui ne m'était collée en tout cas, mais ça m'a permis d'échanger beaucoup avec mes camarades, de comprendre en fait comment les gens entrevoyaient l'avenir, leurs projets, ce qu'ils désirent faire, mais aussi leurs craintes. Et tout ce qui en fait les retiennent en arrière ou les bloque par rapport à ce qu'ils désirent. Et ça, c'est un ensemble de frustrations que j'ai pu collecter en allant même depuis le lycée jusqu'à l'université. J'ai compris que les gens veulent se révéler au monde. Ils veulent s'exprimer, ils veulent partager qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, mais ils ont peu confiance en eux, ils ont peu d'ouverture, ils ont peu d'opportunités. Donc ça, c'est arrivé en fait à travers un processus de coaching pour leur dire, mais écoute, tu as de la valeur, tu as du potentiel, tu as le droit de dire qui tu es au monde parce que le monde attend en fait ta révélation. Le monde attend que tu t'exprimes.
Et ça m'a conduit bien sûr à aller explorer le domaine de l'art oratoire, qui permet d'ailleurs à un individu de s'exprimer et de persuader ceux qui l'écoutent. Et d'explorer également la maîtrise de cérémonie. J'ai commencé à faire des maîtrises de cérémonie aux Pays-Bas, en anglais. Donc c'est de là que certains opérateurs burkinabés m'ont repéré pour que je puisse ici commencer par le CICOT, que vous connaissez très bien, le Salon international du coton et du textile, où j'ai fait la maîtrise anglophone. Donc, c'est vrai que ma spécialisation est d'abord anglophone, donc je maîtrise plus en anglais qu'en français, bien sûr à cause de l'expérience que j'ai, mais tout ça m'a permis de comprendre qu'aujourd'hui, on peut accompagner vraiment l'individu à se développer, à éclore. On peut accompagner les entreprises dans leurs événements en donnant une autre, on va dire, un autre goût, une autre ambiance, en ayant une maîtrise des cérémonies qui suscite même l'adhésion de ceux qui participent. Et le côté gestion, là, ça me provient de mon expérience professionnelle, parce qu'avant de lancer mon entreprise, il faut signaler que j'ai travaillé pendant 3 ans. Donc, j'ai travaillé en tant que chargé de projet, puis business developer dans un incubateur de la place. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs à préciser leur vision, à comprendre en fait comment ils gèrent leur entreprise, à les conseiller, à les accompagner. Et ce que j'ai juste remarqué, c'est que beaucoup lancent, beaucoup ils lancent leurs entreprises, ils présentent leurs produits, leurs services, mais dans la durée, qu'est-ce qui se passe? Des problèmes de gestion. Donc, très vite, et la maison de l'entreprise le confirme, encore 16,37% d'entreprises, après leur 3e anniversaire, ferment. Et ça, c'est pas parce que l'idée n'était pas bonne, hein, c'est parce que la gestion au quotidien n'était pas si idéale, n'était pas si optimale. Donc, comment on arrive à donner des outils, des méthodologies pour que ces jeunes entrepreneurs-là puissent gérer au mieux ce qu'ils ont lancé comme entreprise. Donc, c'est tout ça qui m'a dit, mais écoute Elda, c'est vrai que je parle à la 3e personne, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis parlé à moi-même et dire de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as appris, de ton expérience, de ce que tu as vu ailleurs. Il y a une possibilité aujourd'hui pour les entreprises, pour les individus, pour les équipes au Burkina Faso de s'améliorer, d'aller vers quelque chose de meilleur, de viser l'excellence. Et c'est tout l'esprit de Improve You qui veut bien sûr dire améliorer-vous. Est-ce que au début, vous avez bénéficié d'une opportunité, quoi qu'on dise, pour justement vous rendre en Angleterre? Est-ce que vous avez bénéficié d'une opportunité avant donc de commencer? Tout à fait. En 2e année, j'ai bien sûr découvert le monde de l'art oratoire et je me suis lancée directement dans les compétitions. Donc, j'ai représenté le Burkina au Ghana. Donc, c'est au retour que j'ai eu, par recommandation de l'ambassade des États-Unis, je suis allée participer à un programme international à Rome. Donc, c'est à Rome que tout a commencé. Et puis, j'ai fait Rome l'année qui a suivi. Ensuite, je suis allée à Beyrouth par 2 fois aussi. Et là, quand je suis revenue, tout ce que je faisais, bien sûr, était assez médiatisé. J'en parlais pour dire aux jeunes que c'est possible. On est en train d'explorer d'autres cieux et d'autres environnements qui permettent vraiment à la jeunesse de s'exprimer. Et tout ça, de recommandation en recommandation, je suis allée même faire un programme de l'ambassade pour des jeunes leaders. Et ça s'appelle IVLP, International Visitor Leadership Program. Et ça, c'était aux États-Unis en 2018. Donc, j'ai fait 5 États. Et tout ça, en fait, c'est vraiment toutes ces expériences qui, aujourd'hui, m'ont permis d'aller sous la coupe du ministère du commerce et de l'industrie et de l'artisanat pour présenter au CICOT avec la présence du président de Faso. Donc, je pense que c'est toutes ces expériences qui m'ont permis d'aller et de continuer d'être là aujourd'hui. Mais ça a commencé par là. Donc, le déclic, ça a été justement la compétition d'art oratoire. Alors, jusqu'à aujourd'hui, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Est-ce qu'aujourd'hui, quand Elda se regarde, et regarde ce qu'elle a réalisé, est-ce que vous êtes fière de ce que vous êtes aujourd'hui? Je suis contente. Je suis heureuse. Je ne sais pas si je dois dire fière, ça c'est peut-être le sentiment que d'autres personnes vont avoir par rapport à moi, mais je suis contente de voir que tout au long du chemin, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont eux aussi grandi,
qui ont eux aussi réalisé des choses. Et c'est ça qui me rend encore davantage heureuse, qui m'encourage. Aujourd'hui, je peux dire que quand on parle d'art oratoire et qu'on veut compter des références au Burkina Faso, je suis citée parmi ces personnes-là. Si on veut parler en fait de personnes qui en connaissent quand même des choses sur le leadership des jeunes, je peux m'exprimer là-dessus. D'ailleurs, j'ai été portée au poste de Premier ministre du gouvernement Jeunesse Burkina, qui est un programme aussi de capacitation des jeunes. Et Improve You aujourd'hui a déjà lancé un premier concept qu'il a créé, tout à fait créé, et lancé avec l'appui de l'AFP-PME et d'un incubateur de la place BBI Burkina Business Incubator. Quand je vois tout ce que je fais aujourd'hui, je puis me dire que quelque part, je suis en train de réaliser ma mission. Je suis toujours sur le chemin, mais j'ai foi que des choses meilleures arrivent pour moi et pour les Burkinabés. Parce que j'aime quand la victoire est commune. J'aime quand en fait on peut partager ça ensemble. Et c'est ça qui m'encourage. Je pense que Improve You a beaucoup de choses à offrir aux Burkinabés. En septembre, on a un autre programme qu'on a nous-mêmes conçu encore qui va être lancé. Et j'espère que les Burkinabés seront à l'écoute et prêts pour s'engager avec nous dans cette belle aventure. Mais dans tout ça aussi, vous avez quand même rencontré des difficultés. Oui. J'aime dire que quand c'est difficile que c'est merveilleux. Si c'était si facile, on serait tous là à ne pas pouvoir raconter ou en tout cas se donner du courage les uns aux autres. Moi, mes difficultés étaient davantage liées à mon genre et à mon âge. Je ne dirais pas mon âge, mais je peux dire en tout cas que dans certains milieux, ça n'a pas vraiment été à mon avantage. Donc, écouter d'abord mon point de vue et ensuite me demander tu as quel âge et juger après mon point de vue par rapport à mon âge, ça m'a été souvent une pilule très, très amère à avaler. Mais je ne me suis pas découragée puisque, de toute façon, c'est du travail, les résultats parlent pour toi. Voilà. Donc, au niveau du genre aussi, c'est d'avoir été dans des sphères où peut-être j'étais la seule femme et parfois il fallait batailler pour qu'on ne te reverse pas toujours à la figure du il faut bien faire avec les femmes, il faut le quota. Genre, donc il y avait cette difficulté de dire mais écoutez, avant tout je suis humaine comme vous, avant tout je suis citoyenne comme vous, avant tout je suis jeune et je peux effectivement donner quelque chose à la nation qui m'a élevée. Voilà. Donc c'est tout ça qui aujourd'hui m'encourage et me dit, quel que soit mon âge, quel que soit mon genre, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à donner. Et quel que soit en fait ce que les gens ont comme préjugés ou mettent comme barrière sur ma route, cela ne va même pas me décourager. Et demain, je me lève encore avec la même énergie pour aller conquérir le monde. On pourrait dire qu'en tant que jeune de peut-être moins de 30 ans, c'est difficile souvent donc de s'affirmer au milieu de certains vieux jeunes qui ont peut-être 40, 45 ans, qui se disent toujours jeunes, n'est-ce pas? Oui. Oui, ce concept de jeune, on a beaucoup de définitions. Oui. D'autres vont dire moins de 35 ans, d'autres vont dire moins de 40 ans. En tout cas, les gens essaient de se mettre dans... je veux dire dans ce cercle de jeunes, parce que c'est vraiment une thématique à la page, c'est vraiment la population cible pour beaucoup de choses. Donc les gens ne veulent pas être écartés. Et pour vous, c'est qui Non, pour moi, j'ai ma propre définition de la jeunesse. Je pense que le jeune, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui explore les opportunités, qui rêve et qui se lève pour travailler pour cela. Donc, même si tu as un âge avancé et que là, dans ta tête, tu es ouvert au changement, ouvert à de nouvelles opportunités, ouvert à la collaboration, sachant que tu as toujours quelque chose à donner, je pense que tu es jeune. L'âge n'a rien à voir? Non, pour moi, en fait, comme je dis, c'est ma définition pour moi. Et ce qui me permet, en fait, de collaborer avec des gens de tout âge. En disant, c'est là, d'abord. Parce que vous savez qu'il y a des jeunes, selon la convention, qui sont très vieux dans leur esprit. Ils sont fermés, qui ne rêvent plus, qui sont stagnés. Et ça, c'est pas la jeunesse dont on a besoin. On a besoin d'une jeunesse dynamique, une jeunesse qui rêve, une jeunesse qui agit, une jeunesse, en fait, qui, bien sûr, utilise tout son potentiel pour impacter positivement.
Vous avez parlé tantôt de vos difficultés. Souvent, on remarque que pour les jeunes entrepreneurs, très souvent, à la moindre difficulté, ils s'abandonnent. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes? Je dirais, c'est même très bien que vous ayez des difficultés. Et abandonner n'est pas la solution, parce que c'est pas parce qu'on abandonne que les difficultés vont disparaître. Si tu abandonnes A pour aller dans B, mais à B aussi tu auras des difficultés. Donc c'est plutôt changer la façon dont on regarde la difficulté. Pour ceux qui veulent réussir leur vie, la difficulté n'est qu'un moyen de saisir une opportunité. Donc ne vous laissez pas abattre. Ça peut ne pas être simple. Peut-être que tout ce que vous faites, vous avez l'impression que ça échoue, vous avez l'impression que ça ne donne pas, vos espérances ne sont pas toujours accomplies, vous n'avez pas toujours ce que vous désirez. Mais le fait que vous puissiez faire des progrès au jour le jour, des progrès, même s'ils sont petits, c'est quand même à faire des progrès, ça doit vous donner le courage de continuer. Parce que vous êtes en bonne santé, ça doit vous donner le courage de continuer. Parce qu'en fait, il y a des gens même qui ont des situations pires que vous, mais qui vivent quand même, mais qui essaient tous les jours quand même. Donc je pense que ne vous laissez pas abattre. Utilisez les difficultés comme des moyens de vous prouver que vous pouvez aller au-delà de ça. Vous êtes plus que ça. Aujourd'hui, la jeunesse réclame des prêts, des crédits aux institutions, notamment à l'État pour entreprendre. Et bien sûr, actuellement, l'État est dans une dynamique d'accorder des prêts à des jeunes pour entreprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ces prêts? Je crois que l'argent ne fait pas tout, mais il a quand même une bonne contribution dans les projets d'entreprise. Comme je vous l'avais dit, moi j'ai fait 3 ans auprès des entrepreneurs. Donc, j'ai bien vu des programmes où on octroie des bourses, où on octroie en fait un crédit aux entrepreneurs pour se lancer. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez l'utilisation de cet argent, une bonne partie est faite pour la capacitation, pour se donner des outils, pour se donner en fait des compétences pour mieux gérer ce qu'ils lancent comme entreprise. Donc, je crois que c'est bien de donner du crédit, mais c'est davantage mieux de créer des opportunités après pour ces entrepreneurs-là, de faire fonctionner le business qu'ils vont lancer. Merci bien. Nous tendons vers la fin de notre entretien. On va vous accorder un mot de fin avant de se dire au revoir. Alors, si je devrais résumer tout ce que j'ai dit aujourd'hui, la jeunesse a du potentiel. La jeunesse a de l'avenir. La jeunesse a des opportunités. Et la jeunesse doit se présenter aujourd'hui dans le concert des nations pour faire entendre sa voix, pour faire voir ses actions et pour effectivement contribuer au développement de nos nations. Parce que de toute façon, si la jeunesse se tait aujourd'hui, demain, la jeunesse qui viendra nous tiendra responsable de ce qui n'a pas été fait. Donc je pense que chaque jeune, où que tu sois, actuellement, quel que soit le pays où tu nous regardes actuellement, sache que tu as quelque chose à donner au monde, tu as du potentiel et tu as des opportunités. Saisis-les, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment... saisis-les, montre-nous ce dont tu es capable parce qu'on a besoin de toi pour que ce monde-là soit meilleur. Et très bonne célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Merci d'être passé. Je vous en prie. Dans l'entretien du jour, nous recevions sur ce plateau Orani Mwende Elda Kwama. Elle est directrice générale de Improview. Elle est conférencière, coach en art oratoire. Elle est maître de cérémonie bilingue également. Alors, nous la recevions à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée aujourd'hui, 12 août 2020. C'est ainsi que s'achève l'entretien de ce jour. Et pour poursuivre, nous allons faire une pause musicale, le temps de poursuivre. Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Sorti en pleine crise de la Covid-19 pour une remise en forme dans l'Hexagone, Gong Coulibaly, dauphin désigné d'Ado à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire, regagnera son pays et son mentor, non sans bonheur, le 2 juillet passé. On se rappelle encore les mots qu'il a eus à l'endroit du président et de son épouse à son retour. Bonheur de courte durée puisque quelques jours seulement après ce retour triomphal,
Amadou va s'écrouler en plein conseil de sinistres et finira par rejoindre le grand designer. Que son âme repose en paix. À sa suite, le président du Sénat fera lui aussi son petit malaise et finira par rendre son tablier. Bonne retraite et meilleure santé. À 2 mois à peine de la présidentielle, quel candidat du pouvoir pour remplacer l'irremplaçable Ado? La question est sur toutes les lèvres. Mais comme partout sur le continent, la quasi-totalité des digérants bouclant leur 2e mandat demandent toujours un lenga pour boucler leur chantier qu'en 10 ans, ils n'ont pas pu achever. Alors, il ne sera pas étonnant que le leader ivoirien décide de se rasseoir dans le gros fauteuil pour encore longtemps, jusqu'à ce que la mort je touche du bois. La mort de celui que la nation ivoirienne pleure encore aujourd'hui va redessiner les cartes dans le RHDP unifié. Mais qui osera proclamer ses ambitions nationales devant le grand chef sans sa bénédiction? Allez demander au truculent Soro, exilé depuis sa démission remarquable de la tête de l'auguste Assemblée nationale ivoirienne, et sur la tête duquel pèsent toutes les accusations possibles. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, l'ambitieux Ambak, anciennement sinistre d'État et des armées, se rapproche de jour en jour du gros fauteuil. Ad patres Gon, welcome Ahmed à la primature. Nouveau dauphin désigné, les jours à venir nous le dirons. Gon, frère et compagnon de lutte politique, essoufflé. Soro, fils et porteur de la conquête armée, écarté. Quelle figure pour la future Côte d'Ivoire? Les grands chantiers encore en cours ne demandent-ils pas être achevés par leur initiateur, le Prado lui-même? Quoi qu'il en soit, l'intéressé n'avait pas fait mystère de sa probable candidature en 2020, jusqu'à la désignation récente de Gon qui a eu l'intelligence de tirer sa révérence avant la grande bataille. Le boulevard s'ouvre ainsi au Prado pour un 3e mandat quand on suit les événements récents en Éburnie. Bédier, qui a plus que joui de sa retraite des affaires de l'État, ambitionnait de faire son comeback, mais la nature risque fort d'en décider autrement. Malaisé lui aussi, le sphinx de Daoukro se refait ou se cherche une santé dans une clinique. La carte joker, et non négligeable de cette petite partie de poker ivoirien, est le retour et la candidature du panafricaniste Laurent Gbagbo et de son lieutenant, le général de la rue, Blé Goudé. Mais tant que la justice ivoirienne fait bien ce qu'on lui demande, ces 2 personnalités n'en auront pas encore fini avec leur déboire judiciaire suite à la crise post-électorale de 2010. Alors, qui se frotte les mains? Ah, le NAM. De son exil parisien, l'ex-protégé du Beau Blaise tisse sa toile pour son retour aux affaires. Mais c'est sans compter les barricades que son ex-compagnon de lutte ne manquera pas de dresser devant lui. En attendant, présidentielle approchant, les voix sur les réseaux sociaux comme quelques années auparavant incitent déjà à des violences envers les communautés étrangères installées dans le pays d'Oufet-Boigny. Manipulation politicienne ou simple bêtise humaine, les digérants ivoiriens gagneraient à débusquer et à sanctionner de tels semeurs de haine pour que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus les démons de la guerre civile. En octobre, Ado le bâtisseur continuera-t-il de bâtir la si belle et riche Côte d'Ivoire? À vos bulletins. Sacré Patrick Gampéné, on lui dit merci pour ce numéro de Langue Fourchue. Et pour la suite de votre émission, nous avons décidé avec toute l'équipe de Bonjour le Faso de rendre hommage aujourd'hui à Didier Arafat, parce que vous vous rappelez bien que en 2019, précisément le 12 août 2019, Didier Arafat, artiste musicien ivoirien, nous a quittés. Donc, il a quitté ce monde à 33 ans. Et aujourd'hui, nous lui rendons hommage à travers ces clips. Nous allons partir pour le premier clip.
J'ai grandi dans la rue, j'avais même pas mes amis. Aujourd'hui ça va, tout le monde trouve quelque chose à dire. Demain du soir, ça me fait mal. Soyez forts, soyez toujours forts. Il ne faut jamais baisser les bras. Soyez forts. Bon, tu as fini de nous Kuma, non? C'est maintenant nous on te Kuma aussi. Le tennis va encore frapper. 100 ans de chansons dans mon corps.
Nous sommes le 12 août 2020, cela fait un an, jour pour jour, que Didier Arafat nous a quittés. Il est décédé le 12 août 2019. Quoi de plus normal que de lui rendre hommage à travers donc cette sélection de ses clips. Rappelons qu'il nous a quittés à 33 ans par accident de moto. Malheureusement, en laissant bien sûr la Chine, comme il appelle ses fans, les Chinois, malheureusement donc tristes. Mais comme on le dit toujours, l'artiste ne meurt jamais, il vit à travers ses œuvres. Et aujourd'hui, les Chinois se souviennent encore de Didier Arafat, qui a marqué son temps, quoi qu'on le dise. Hein. C'est un artiste qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Et c'est un artiste qui dénonçait aussi, c'est un artiste qui avait le franc-parler. Et c'est un artiste surtout qui vivait à 100 à l'heure. Alors Didier Arafat n'est plus, mais ses œuvres sont là. Et à l'occasion donc de l'an 1 de l'anniversaire du décès de Didier Arafat, il y a des événements prévus, des événements culturels, que ce soit en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Au Burkina Faso notamment, on parle de concerts, on parle de soirées spéciales Didier Arafat dans les maquis, et surtout ce fameux t-shirt qui alimente la toile, les réseaux sociaux aujourd'hui. Il s'agit donc de ce t-shirt l'an 1 Didier Arafat, qui est un peu prisé donc par la jeunesse qui achète ce t-shirt et le porte et bien sûr publie les photos sur les réseaux sociaux. Nous, on va souhaiter en tout cas que l'âme du disparu repose en paix du côté donc de la terre de la Côte d'Ivoire, et que surtout son œuvre soit toujours donc vantée à travers le monde entier, que Didier Arafat repose en paix. Nous poursuivons cette émission et cette fois-ci nous partons à Yagma pour terminer avec la rubrique à la découverte 2. Nous rappelons que nous visitons ce site de Yagma cette semaine. Il s'agit bien sûr de la colline Marial, située à la périphérie nord de Ouagadougou. Le pèlerinage sur la colline Marial de Yagma a commencé en mars 1968 avec l'autorisation du cardinal Paul Zougrana, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Ouagadougou en son temps. Dès 1966, il a fait une déclaration devant les fidèles laïcs qui demandaient un lieu pieux pour les pèlerinages. Voici son message. Allez cherchez-vous des lieux et des lieux qui vous plaisent, amenez-les et nous y viendrons. C'est ainsi que le 2 avril 1967, un fidèle laïc du nom de Laurent Gila Paré et son fils, lui, découvrent 3 collines dans un village situé à environ 20 km de Ouagadougou, appelé Yagma. Ils approchent alors les autorités coutumières et traditionnelles de Yagma et obtiennent leurs autorisations. Les travaux d'aménagement de la colline Marial de Yagma débutent en 1967 et dès 1968, Yagma accueille les premiers pèlerins qui partent planter la croix de Jésus-Christ sur la colline. En 1971, Yagma est déclaré site de pèlerinage par le cardinal Paul Zougrana, mais le site était à l'époque un site désert sans infrastructure.
plus tard, la pose de la première pierre de l'église de Yagma est faite. Mais les travaux de construction de l'église ont traîné à cause du manque de financement. C'est après 27 ans de construction alternée de pause et que l'inauguration de l'église de Yagma a eu lieu le 9 février 2013. Le titre est admis. Le site du moins c'est admis au titre d'une basilique mineure. L'église de Yagma a une capacité de 2300 places assises. Notons qu'outre les prières ordinaires quotidiennes, Yagma est plus connue pour ses pèlerinages. À côté des pèlerinages diocésains et annuels, il y a le pèlerinage de l'Assomption, dont l'édition 2020 aura lieu dans quelques jours. Pour mémoire, c'est le 15 août 1996 que l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Jean-Marie Compaoré, a institué la célébration de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Les pèlerinages de l'Assomption sont des occasions pour rendre grâce ordinairement à Dieu pour l'année scolaire et académique, pour les sacrements de l'initiation chrétienne, l'année pastorale et pour tout catholique et dévot de Maman Marie après la fête pastorale. Nous sommes bien sûr dans le mois d'août. Quoi de plus normal que de faire plaisir aux chrétiens qui nous suivent en visitant bien sûr disons le sanctuaire Notre-Dame de Yagma, en visitant la colline mariale de Yagma. Et c'est ici qu'on va s'arrêter pour l'émission de ce jour. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso et surtout belle journée internationale de la jeunesse à toute la jeunesse burkinabé et surtout changeons nos mentalités, changeons nos manières de voir et surtout entreprenons. Merci et à demain. Cuisse.